Bonjour à tous. Sur le plateau d'Azur TV, ce mois-ci, nous évoquons l'expertise médicale et son importance pour les victimes, soit d'agressions, soit d'accidents, soit d'erreurs médicales. C'est un moment crucial parce que de là va dépendre ensuite toute l'indemnisation et le chiffrage de l'indemnisation du préjudice ou des préjudices. C'est un moment difficile pour la victime parce qu'il existe un vrai rapport de force, même lorsque l'expert est particulièrement bienveillant, travaille avec conscience, indépendance, il y a quand même un décalage entre cette victime qui se retrouve face à la personne qui est responsable de son agression, de son accident ou de son erreur médicale, qui cherche à voir son indemnisation être diminuée, en tout cas l'assureur de cette personne. Et cette personne en question vient avec son avocat, avec son médecin conseil. Donc pour être à armes égales, il faut être assisté aussi, bien sûr, lorsqu'on est du côté de la victime, lors de cette expertise médicale. C'est la raison pour laquelle j'ai le plaisir d'accueillir sur le plateau le docteur Jacqueline Rossan, qui exerce à Nice, qui est médecin conseil spécialiste en réparation du dommage corporel pour les victimes. Et à ses côtés, j'ai également le plaisir de recevoir Madame Sandrine Pépineau, qui est psychologue, expert près les tribunaux, le TGI de Nice et la Cour d'appel d'Aix-en-Provence, et qui est spécialisée en neuropsychologie. Alors ma toute première question, docteur Rossan, c'est en quoi, je le disais en préliminaire, ce moment de l'expertise médicale est-il si important, si crucial pour la suite des choses pour la victime ? Pour plusieurs raisons. La principale, c'est que la victime a été blessée dans un accident médical ou dans un accident de la circulation, pour une raison ou une autre, elle a subi une atteinte dans son intégrité. Et l'expertise est le moment où on va reconnaître ce dommage qu'elle a subi. Ça va permettre d'évaluer tout ce qui s'est passé, de faire le bilan des séquelles et de permettre ultérieurement l'indemnisation, la réparation autant que possible de ce dommage que la victime a subi. C'est aussi le moment où elle va pouvoir s'exprimer, dire ce qu'elle ressent et pouvoir obtenir aussi une reconnaissance de ce qui s'est passé. Donc à ce double titre, indemnisation par une reconnaissance financière et une reconnaissance morale, l'expertise est importante. Elle est fondamentale dans le cursus après une atteinte corporelle. Oui, vous avez raison de le souligner. C'est vrai qu'il y a l'aspect effectivement économique qui va en dépendre, mais il y a aussi le côté vulnérabilité que ressent la victime lors de cette expertise, où on va reparler de choses qui sont très difficiles pour elle personnellement à revivre. Et donc, l'assistance dont on parlait est d'autant plus importante. Et cette prudence dans l'assistance, est-ce qu'il faut qu'elle soit encore plus accrue lorsqu'il s'agit d'une expertise amiable, plutôt que... Alors, l'expertise amiable, c'est-à-dire on passe devant l'expert de la compagnie d'assurance, plutôt que dans le cas d'une expertise judiciaire qui est ordonnée par un juge. Cette prudence et cette assistance par un médecin qui accompagne la victime est toujours nécessaire. Quel que soit le cadre, amiable, comme vous l'avez dit, c'est-à-dire seulement avec l'assurance qui va indemniser la victime, il faut néanmoins toujours faire la preuve de ce qu'on a subi et de ce qu'on a comme séquelles. Il faut pouvoir démontrer que les séquelles qu'on a aujourd'hui sont bien en relation directe avec l'accident qui s'est produit il y a quelques mois ou quelques années parfois. Et cette preuve est quelque chose qui est technique, qui est médico-légal. Et seul un médecin peut discuter d'égal à égal avec celui qui fait l'expertise. Donc quand c'est un cadre amiable, on discute avec le médecin qui est missionné par l'assurance. L'assurance aussi ne décide pas elle-même quelles sont les séquelles. Elle missionne un médecin conseil d'assurance, pour faire cette évaluation. Si la victime n'est pas accompagnée, ce médecin de l'assurance va faire l'évaluation seul. Quand la victime est accompagnée par un médecin, l'évaluation va se faire après une discussion technique entre ces deux techniciens, ces deux sachants, qui vont pouvoir, à armes égales, puisqu'ils ont la même formation, discuter entre eux et permettre une évaluation la plus juste possible de ce dommage. Dans une expertise judiciaire, il y a l'expert judiciaire qui doit trancher, le médecin de l'assurance qui représente l'assurance et le médecin conseil de la victime, et chacun défend la partie qu'il a missionnée et l'expert va trancher. Mais dans les deux cas, j'ai envie de dire, oui, la victime doit être assistée par un médecin.
Donc la prudence doit exister dans les deux cas, mais c'est vrai que dans le cas d'une expertise judiciaire, l'expert est plus indépendant, on va dire, que dans le cas d'une expertise amiable, où il est l'expert de la compagnie d'assurance qui va indemniser. Donc il faut faire encore plus attention. Vous abordez la question très difficile du conflit d'intérêts éventuel entre un expert judiciaire et un médecin conseil d'assurance. C'est d'ailleurs la raison pour laquelle le Conseil national de l'ordre préconise que les médecins conseils d'assurance ne soient pas en même temps experts judiciaires, puisqu'il est beaucoup plus simple que chacun soit dans son camp. Certains ne font que des expertises pour les assurances, d'autres ne font que des expertises pour les tribunaux et d'autres ne sont que au service des victimes. Et ainsi, chacun a son rôle qui est différent, la même formation initiale, mais une manière de travailler différente. Et ainsi, la victime peut être bien accompagner et avoir une vision claire de qui est chacun et comment travaille chacun. Oui, c'est un minimum, qu'il ne soit pas, que le médecin expert soit pas à la fois un médecin conseil de l'assurance et médecin expert. C'est un minimum. En revanche, ils ont quand même l'habitude de travailler ensemble, ils se connaissent bien. C'est pour ça qu'il faut être encore plus vigilant dans une expertise amiable. Donc vous, Madame l'expert, vous êtes un expert judiciaire, vous êtes nommé par le juge dans les affaires dans lesquelles vous intervenez. Votre spécialité, c'est la neuropsychologie. Donc vous recherchez en fait des préjudices particuliers lorsque les personnes ont été victimes d'accidents, d'agressions, d'erreurs médicales. Quand il y a eu des traumatismes crâniens, par exemple, ou que cela a eu des répercussions sur le plan neurologique. Est-ce que vous pouvez expliquer ce que vous recherchez précisément, ce sur quoi vous cherchez à faire la lumière dans vos expertises à vous en neuropsychologie? Bonjour maître, merci de me recevoir sur votre plateau. Donc effectivement, j'interviens soit à la demande d'un juge en tant qu'expert, soit à la demande d'un médecin expert dans le cadre d'une expertise médico-légale pour faire la lumière sur... Oui, voilà, il peut y avoir des experts judiciaires nommés qui vous choisissent, vous, comme on appelle ça un sapiteur, un sachant, pour cette partie très technique de la neuropsychologie. Tout à fait. Et donc, on est là pour apporter la lumière sur les séquelles du traumatisme et donc, effectivement, les implications dans la vie quotidienne que cela peut avoir sur le patient et sur sa vie sociale et sur sa vie professionnelle. Donc, nous allons expertiser le patient en le recevant, en lui faisant un bilan neuropsychologique poussé et mettre en avant les troubles cognitifs ou psychologiques qui sont apparus en séquelles de cet accident. Très bien. Et parfois, dans les missions que vous recevez, vous devez rechercher tout particulièrement si la personne qui se présente devant vous simule ou pas les doléances qu'il invoque. Comment vous faites pour le savoir, ça, surtout dans votre matière à vous de la neuropsychologie? Alors, tout à fait. Il y a déjà, on sépare la notion d'exagération de la vraie simulation parce que dans le bilan, nous allons voir des incohérences, des choses qui ne devraient pas apparaître, ou des comportements exagérés dans certains tests, et une différence entre la clinique et la plainte du patient. Et ces incohérences vont nous pousser à chercher effectivement une simulation du patient. Et donc, nous avons après des tests appropriés qui nous permettent de mettre en avant si effectivement il y a une simulation ou pas. Vous pouvez le contester, ça, docteur Rossan, lorsque vous avez un rapport d'expertise qui invoque ce type de simulation de la part des patients? C'est très difficile. Parfois, certains patients peuvent simuler et induire en erreur tous les médecins qui vont les voir. Je pense qu'effectivement, les bilans neuropsychologiques sont très utiles pour ça, puisque nous avons des techniciens psychologues qui sont formés à ça et qui vont permettre de faire la différence et qui vont nous apporter une réponse. Est-ce que vous pouvez rappeler en quoi le médecin conseil, votre présence à l'expertise aux côtés des victimes, est une vraie valeur ajoutée et comment s'articule votre assistance, votre rôle aux côtés de celui de l'avocat de la victime, dont la présence aussi est très importante à l'expertise médicale? Le rôle du médecin conseil de la victime est multiple. Il commence bien avant l'expertise, puisque c'est à la victime de faire la preuve des séquelles qu'elle présente et du dommage qu'elle a subi. Le dommage qu'elle a subi, cette preuve est facile à faire en général. Il y a une hospitalisation, des médecins qui ont vu, qui ont fait des certificats, des interventions chirurgicales. Tout ça est assez simple à démontrer.
Mais parfois, certaines lésions apparaissent quelques semaines, quelques jours, quelques semaines, quelques mois plus tard, et la relation avec l'accident est plus difficile à faire. Et ça, c'est un domaine très technique que seul un médecin peut réaliser. Donc le médecin conseil de la victime, dans un premier temps, il aide la victime à faire un dossier probant, à faire les preuves, à apporter les preuves. Ensuite, pendant l'expertise, la discussion, comme je l'ai dit tout à l'heure, est technique, et donc il va pouvoir répondre de manière technique aux interrogations de ses confrères, médecins, conseils d'assurance, experts judiciaires. On est devant quelqu'un qui a eu un dommage initial, devant quelqu'un qui a des séquelles aujourd'hui, et faire la relation entre les deux est une discussion technique qui nécessite des compétences. Et évidemment, le médecin conseil de la victime va tout faire pour apporter les éléments qui vont pouvoir permettre de faire cette démonstration. J'ai une petite anecdote. Je me souviens d'un patient qui avait eu un traumatisme crânien et je l'avais accompagné à une première expertise. Et j'avais pu démontrer, grâce à un bilan neuropsychologique, grâce à un certain nombre d'éléments, l'imputabilité de son état actuel à l'accident. Et on avait eu une première proposition dans un certain cadre juridique d'un taux d'IPP qui était assez élevé. Et puis ce monsieur, peut-être parce qu'il était traumatisé crânien, n'avait pas bien compris que la présence du médecin conseil avait été importante. Et il est retourné une deuxième fois à une autre expertise dans un autre cadre juridique, tout seul. Et il a été très étonné et très malheureux quand il a reçu le rapport, puisqu'on ne reconnaissait plus une grande partie de son dommage. Et son avocat m'a appris... L'IPP, c'est l'incapacité permanente, voilà. C'est-à-dire des séquelles qui restent de manière définitive. C'est le handicap qui reste de manière définitive. Et ce handicap, selon la manière dont il est apprécié, selon ce qu'on reconnaît comme directement lié à l'accident ou non, eh bien, il peut être très bas, moyen ou élevé. Bien sûr. On ne peut pas inventer ce qui n'existe pas. En revanche, il faut démontrer que ce qui existe est bien lié à l'accident de manière directe et certaine. Ce sont ça les termes de la loi. Et donc, qui donne lieu à beaucoup de discussions. Tout à fait. De la part selon de quel côté on est, l'assureur qui veut indemniser le moins possible, l'adversaire, ou le côté de la victime qui veut indemniser très justement son préjudice. Est-ce que vous pouvez nous dire comment se déroule une expertise et ce sur quoi l'expert se fonde ensuite pour rendre son rapport d'expertise? Le déroulement d'une expertise est stéréotypé. En principe, première partie, bon, état civil, ça prend quelques secondes. Les faits, donc depuis le jour de l'accident ou du fait dommageable, ça peut être aussi un accident médical, les faits, du jour où c'est arrivé jusqu'au jour de l'expertise, tout ce qui s'est passé sur le plan médical. Première partie de l'expertise qui parfois peut prendre énormément de temps. Deuxième partie, antécédents. Est-ce que le patient avait déjà une maladie ou quelque chose qui pouvait interférer sur les séquelles aujourd'hui présentes de l'accident? Ensuite, les doléances. Et ça, quand on est accompagné par un médecin conseil, on les a préparés à l'avance. Il faut expliquer aux patients et aux blessés, à la victime, à quel point ces doléances sont importantes. Il faut qu'il les ait préparées à l'avance. Le jour de l'expertise, il est intimidé. Pour lui, c'est un jour important. Il doit faire face à, vous l'avez dit, parfois à beaucoup de monde. Il y a des experts, il y a des médecins, il y a des avocats, il y a des conseils multiples. Et donc, il va être intimidé, il ne va pas oser tout dire. Donc, il faut que, en amont, avant l'expertise, il ait bien préparé tout ce qu'il ressent aujourd'hui, toutes les séquelles qu'il peut avoir, tout ce dont il se plaint et qui est lié, selon lui, à cet accident. Après, effectivement, l'expert fera la part entre ce qui est certainement lié à l'accident et puis peut-être ce qui ne l'est pas. Mais au moins, il faut que la victime puisse s'exprimer. Donc la partie des doléances est très importante. Ensuite, il y a l'examen médical, auquel les avocats n'assistent en principe pas, mais les médecins, oui. Et enfin, la discussion, qui est la partie la plus importante. Tout est important, mais la discussion, c'est le moment où on va évaluer les postes de préjudice. Et là, le conseil du médecin de la victime est très important, puisque la discussion est technique. Et donc, il faut avoir des compétences techniques pour pouvoir la faire. Alors, sur le plan de la technicité en neuropsychologie, ces différents bilans que vous faites passer aux différentes personnes selon leur état, selon leur rapidité d'exécution, etc., comment ça fonctionne? Qu'est-ce que vous recherchez précisément?
sur le plan, je ne sais pas, de la mémoire, des facultés intellectuelles? Comment ça se détaille? Donc déjà, je voudrais concrètement, que les téléspectateurs comprennent en fait ce qu'on passe comme bilan quand on va chez un neuropsychiatre. Tout à fait. Donc, un neuropsychologue. Déjà, ce que je voudrais préciser, c'est un peu le déroulement global de l'évaluation. C'est un bilan qui est total, hein, même s'il représente à peu près 2-3 heures, voire 4 heures avec un patient. Ça dépend effectivement de ses séquelles et de sa rapidité, comme vous l'avez dit. Il y a déjà une grosse part d'anamnèse qui est faite au départ. On a au moins 3/4 d'heure, 1 heure du bilan qui est prise pour rassembler toutes les informations concernant le patient, ses antécédents, tous les examens médicaux qu'il a pu faire depuis cet accident. Il y a également, on retrace un peu ses antécédents psychologiques, s'il y a eu ou pas des problèmes psychiatriques antérieurs. Et au-delà de cette anamnèse, on va ensuite procéder à des tests en plusieurs fois parce que sinon le patient va se fatiguer. Tous ces tests vont nous amener à connaître le fonctionnement de tous les processus mnésiques, les processus attentionnels, les processus instrumentaux et exécutifs, et donc faire un état des lieux, on va dire, du fonctionnement cognitif. Le processus, par exemple, exécutif, ça veut dire quoi? Alors, ça rassemble beaucoup de processus. Voilà, c'est un terme global qui rassemble tous les processus des fonctions supérieures. Donc, il y a tout ce qui est le raisonnement. Voilà, vous exactement. testez ça. Amnésique, c'est la mémoire. Qu'est-ce qu'il y a d'autre encore? Les mémoires. Les mémoires. Il y a les processus attentionnels, donc tout ce qui est attention et concentration. Et ensuite, au niveau instrumental, ça regroupe les fonctions praxiques, gnosiques et le langage. Ce qui veut dire? Alors, pour le côté technique, les praxis, c'est toutes les réalisations de gestes, oui. Jusqu'au dessin même. Et après, les gnosies, c'est toute la perception visuelle, la reconnaissance des choses. Donc, c'est assez scientifique, en fait. Ça s'appelle neuropsychologie, mais quand même, ça reste médical. Et donc, les résultats sont assez tangibles. Alors, ou pas, docteur Haussan? Est-ce que ça se critique? Est-ce que les rapports d'expertise neuropsychologique ou pas? Tout peut toujours se critiquer. Oui, bien sûr. C'est effectivement, vous avez parfaitement raison, c'est la tentative de bien rendre comptabilisable le handicap qu'on peut avoir dans des fonctions qui sont difficiles à explorer. La mémoire, c'est pas trop difficile, mais la capacité d'obéir, si on vous dit de plier une feuille en 4 comme ça, si on vous dit plier une feuille en 4, certains vont y arriver, d'autres ne vont pas y arriver. Pourquoi? Donc je crois que, enfin, je ne veux pas interférer sur votre spécialité, mais je pense que c'est un petit peu ce genre de choses que vous explorez. Et dans ces explorations, ça permet de quantifier quelque chose qui est difficilement quantifiable normalement. Et tous les tests qui ont été mis au point ont cet objectif. À quel point cette personne est gênée et a un handicap sur le plan des choses qu'elle peut faire qui sont liées au cerveau. Et c'est ça ce que vous devez évaluer. C'est très difficile, mais effectivement, les neuropsychologues ont plein de tests qui leur permettent, par plusieurs voies différentes, d'aboutir à un résultat. Ce qui permet d'identifier des préjudices donc annexes aux autres préjudices liés aux séquelles de l'accident, de l'agression physique ou des erreurs médicales. Et ça ajoute en fait aux préjudices globaux de la victime dans votre spécialité à vous. Est-ce que vous pouvez, docteur Haussan, nous dire dans la nomenclature justement d'un TIAC qui s'appelle comme ça, où l'expert, quel qu'il soit, neuropsychiatre ou tous les autres experts, doivent prendre un listing et répondre à un certain nombre de postes. Donc pour que ce soit concret pour les téléspectateurs, voir tout ce qu'on passe en revue, qu'ensuite l'expert quantifie, puis que les avocats chiffrent. Est-ce que vous pouvez nous dire comment ça s'articule? On indemnise toutes sortes de préjudices, on les appelle patrimoniaux, extra-patrimoniaux. Ça, c'est un petit peu pour permettre aux règleurs, aux avocats, aux magistrats, aux inspecteurs d'assurance de transformer en argent l'évaluation des médecins. Nous, les médecins, ce qu'on évalue, ce sont effectivement ces données techniques. Donc, il va y avoir des périodes qu'on appelle, il y a déjà le temps, on va appeler des périodes de déficit fonctionnel temporaire, c'est-à-dire le moment où la personne n'est pas en capacité, comme avant l'accident ou l'intervention. On va dire ce déficit fonctionnel, il est total pendant tant de temps, puis il est partiel mais très important pendant encore tant de temps, puis un peu moins important, etc. On va quantifier ces périodes-là de l'accident
du fait dommageable jusqu'au jour de l'expertise et jusqu'à la consolidation. On va voir si la personne est consolidée ou pas, on va fixer une date de consolidation. On va préciser tout ce qui s'est passé avant la consolidation, donc les souffrances endurées, le préjudice esthétique temporaire éventuellement, l'aide humaine, qui est souvent oubliée quand il n'y a pas de médecin conseil aux côtés des victimes, l'aide humaine dont la victime a eu besoin au début quand elle est rentrée chez elle, qu'elle avait ses 2 cannes anglaises, qu'elle avait son fauteuil roulant, elle a eu besoin d'aide dans les actes de la vie quotidienne. Donc tout ça se quantifie, s'évalue. Si elle travaillait, les pertes de gains qu'elle a pu avoir et les arrêts de travail. Elle a peut-être perçu des indemnités journalières, mais elle a peut-être perdu des primes, peut-être qu'elle n'a pas eu d'avancement. Ça, c'est le travail de l'avocat de le faire valoir. Le médecin étant là pour dire, ben voilà, il y a eu effectivement un état qui a empêché de travailler et qui n'a pas permis donc d'obtenir un certain nombre d'avantages qui seront quantifiés ultérieurement. Ensuite, il y a les préjudices pour les enfants scolaires, pour les jeunes universitaires, pour les adultes de formation éventuelle. Et puis, il y a le préjudice esthétique permanent après la consolidation, le préjudice, ce qu'on appelle déficit fonctionnel permanent, IPP, vous en avez parlé tout à l'heure, qui est celui que les gens voient parce que c'est un pourcentage, c'est celui qui est le plus connu, le plus ancien dans l'histoire de la réparation du dommage. Qui rapporte le plus quand il est important. Qui rapporte le plus quand il est important, mais un poste qui rapporte beaucoup aussi, c'est l'aide humaine quand les gens ont eu besoin d'aide et ont besoin d'aide encore après la consolidation, donc c'est aussi un poste. Et puis, voilà, donc on voit qu'il y a beaucoup de postes, voilà. Ça a été très détaillé et tout ça va dans le sens donc, de la défense des intérêts des victimes. Madame l'expert, vous, on vient vous voir bien sûr quand le juge vous a désigné. On peut aussi vous voir spontanément, en amont d'une expertise éventuellement, pour des questions de coûts. Combien coûte un bilan quand on vient vous voir spontanément, par exemple? J'imagine que c'est une fourchette, ça dépend de la longueur des tests, etc. Mais ça, à partir de combien une expertise privée en neuropsychologie? Alors ça diffère aussi d'un psychologue à un autre. Oui, bien sûr. Donc moi, je dirais que ça serait une fourchette entre 300 et 400 euros le bilan. D'accord. Donc ça, on peut le faire aussi en amont, en préparation de son travail de présentation devant un expert ensuite. Comme vous le disiez tout à l'heure, docteur Haussan, il faut aussi savoir que l'expert judiciaire, en général, c'est la victime qui avance son coût. Mais qu'elle peut récupérer ensuite ses honoraires dans le cadre de la négociation avec l'assurance ou du procès quand on n'a pas pu se mettre d'accord devant le tribunal, de la même manière que les honoraires du médecin conseil, qui varient aussi bien sûr selon la difficulté du dossier, les déplacements, etc. et qui peuvent aussi faire l'objet de négociations pour un remboursement. Ça fait d'ailleurs partie de la nomenclature d'un TIAC en question, c'est prévu. Et j'ajoute que dans la loi Badinter, cette prise en charge des honoraires du médecin conseil est due. Donc c'est quelque chose qui est légal. Automatique, c'est légal. La loi Badinter correspond aux accidents de la circulation où on indemnise automatiquement quoi qu'on ait fait, sauf faute exceptionnellement grave de la victime. Voilà. Écoutez, je vous remercie beaucoup. Cette émission touche à sa fin pour ces informations très très intéressantes. Vous l'aurez bien compris, ne jamais se rendre à une expertise médicale lorsqu'on est victime sans assistance d'un médecin conseil et d'un avocat, parce que toutes les victimes ont le droit d'être justement indemnisées après ce qu'elles ont déjà subi. Or, s'il n'y a pas d'assistance, il y a la plupart du temps une indemnisation qui n'est pas à la hauteur de ce qu'elle devrait être. Merci beaucoup à toutes les deux d'avoir accepté notre invitation, de nous avoir fourni ces explications. J'aurai pour ma part le plaisir de vous retrouver très prochainement, le mois prochain, pour un nouveau magazine d'À votre avis maître. À très bientôt.